Donc, merci d'être venus si nombreux pour la présentation de ce nouveau livre de Bertrand Loire qui s'appelle donc Réappropriation, avec un sous-titre qui est intéressant aussi, qui est Jalons pour sortir de l'impasse industrielle. Donc, je vais le soumettre à la question. Mais avant ça, je voulais juste faire en introduction un petit rappel sur les éditions de La Lenteur qui publient ce titre aujourd'hui, mais qui publient peu, mais que des choses bien et même j'aurais envie de dire fondamentales, dans un catalogue qui est extrêmement cohérent, assez radical, voire très radical, mais c'est bien d'être radical aujourd'hui. Voilà. Donc on avait reçu Aurélien Berland pour celui-ci, qui est tout récent aussi, fin 2021, Terre et Liberté, passionnant. Ces deux titres sont frères, on peut dire. Ouais. Vous les avez un peu coécrits ensemble. Disons qu'on les a écrits en même temps. Vous les avez écrits en même temps. À peu près dans la même Et période. c'est vrai qu'il y a des choses qui se recoupent, mais il n'y a pas un qui a plagié l'autre, je vous rassure. Et en même temps, c'est une façon d'aborder les choses qui est totalement différente, sachant que Bertrand a plus une formation scientifique, pour le dire vraiment très vite, et Aurélien Berland est vraiment très clairement philosophe, même si tous les deux ont décidé aussi de se frotter à la vie manuelle et concrète en même temps qu'à la réflexion. Et dans la continuité, alors d'abord il y avait déjà eu celui-ci qui était paru il y a quelques années, en 2018 si je me souviens bien, de Bertrand, qui était aussi à La Lenteur, mais qui fait partie d'une série qui s'appelle Notes et morceaux choisis, qu'il a démarré, alors pour ceux qui n'ont pas encore lu ou que ça intéresserait de le lire, à la fin de celui-ci, il parle de son parcours personnel, pour un petit peu aussi montrer tout ce qu'il a dit de manière théorique, plus théorique avant. Et donc il explique qu'il a lancé ses notes et morceaux choisis tout seul, et très vite c'est devenu une œuvre collective. Et celui-ci, tu l'as publié sous ton nom, donc c'était ton texte. Et pour terminer sur La Lenteur, il y a un titre qu'on attend avec impatience, dont Aurélien parlait dans son livre et que tu cites également, qui est une traduction de l'allemand, qui paraîtra seulement à la fin de cette année, en octobre, normalement. J'ai vu passer ça sur des bases de données. Et qui est donc écrit par deux femmes allemandes, Maria Mies et Veronika Benholt, et qui s'appelle Subsistance, une perspective écoféministe. Et je pense qu'il va être passionnant aussi celui-ci, parce qu'il est beaucoup cité dans votre bouquin, dans vos bouquins. Il est également cité plusieurs fois dans celui-ci, qu'on avait eu la chance de présenter dans le cadre d'un festival il y a un an et demi. C'est ça. Qui était organisé avec Arte, mais qui était sur la terre et l'écologie. Et dans Reprendre la terre aux machines, donc c'est un ouvrage collectif de l'atelier paysan. De même, il le citait aussi abondamment, le futur bouquin donc, de ces deux femmes. Enfin, il a été écrit en allemand. Il a mis un peu de temps à être traduit, parce que je crois qu'il était prévu pour sortir un peu plus tôt que ça. C'était la subsistance, c'était écrit en fin du siècle dernier. Oui, c'est ça. Ça a été traduit en anglais dans les années 2000, et c'est seulement maintenant que... Voilà. Et celui-ci, je pense que vraiment il sera très intéressant. Alors, on se fera peut-être une petite présentation aussi, même si les autrices ne seront pas forcément là. Et je cite encore un dernier bouquin Alors, il y a beaucoup de citations et de références bibliographiques dans le bouquin de Bertrand. Mais là, je parle uniquement de quelques parutions vraiment récentes. Et celui-ci, je suis très fière parce qu'il ne le connaissait pas. Donc, c'est moi qui lui fais connaître. Qui vient de paraître à L'Échappée, qui est aussi un éditeur engagé à gauche et plutôt dans la décroissance. Et donc, qui s'appelle Homo Confort, et dans lequel il détaille vraiment beaucoup certaines choses qui sont abordées rapidement par Bertrand dans son bouquin, mais qui, en gros, il explique à quel point c'est compliqué aujourd'hui, même si on le souhaite, de se défaire de la société capitaliste et surtout la société de consommation, parce qu'en fait, on est envahi par le confort et la facilité de tous ces objets, et que c'est très difficile finalement de s'en extraire si on ne veut pas renoncer à un certain confort
et donc il explique vraiment très bien ce que c'est que la notion de confort. Et lui, c'est un sociologue, donc il est intéressant aussi de voir ce qu'il explique avec beaucoup de détails, c'est à quel point la sociologie et l'anthropologie ont fait l'erreur de ne jamais s'intéresser de près à cette notion. C'est la première fois que c'est fait comme ça. Donc c'est un Italien, Stefano Boni, qui a écrit ça. Voilà. Donc venons-en maintenant plutôt à ton livre, Bertrand. Je ne vais pas en parler beaucoup en présentation générale. Juste vous dire que... Bonjour. Installez-vous. Il reste des chaises aussi devant, là. Si c'est des petits, ça va. Pour des petites personnes, pas pour des grandes. Dire juste qu'il est construit en 5 chapitres. Les 3 premiers, pour aller très vite, mais tu me corriges si je me trompe, sont plutôt historiques et critiques, y compris une critique. D'ailleurs, j'aimerais bien que tu nous parles de mots critiques dans les mots que je te proposerai de commenter. Parce qu'il y a une critique très, très construite et qui reprend aussi certaines critiques d'Aurélien, d'ailleurs, dans son bouquin, sur tous les penseurs de gauche et les penseurs marxistes qui se sont un peu fourvoyés, en tout cas d'après ces auteurs, dans une utopie du progrès et de la du progrès par la technique et de la libération des masses exploitées par la technologie et par le progrès scientifique. Et donc les 2 derniers chapitres sont plus prospectifs, plus politiques, plus personnels aussi, je dirais, et surtout ouvrent des perspectives possibles, parce que sinon on se flingue en ayant fini ces livres, quoi. Et donc en fait, dans tous les livres que j'ai cités là, il y a ça aussi, la perspective de pouvoir agir quand même, et c'est là que tu vas pouvoir nous en dire un peu plus. Et donc, dans les mots qui m'ont frappé et que j'aimerais bien que tu développes ou que tu commentes à ta manière, et comme je te disais avant en off, s'il y a des mots qui ne t'inspirent pas ce soir ou que tu n'as pas envie de développer, tu peux dire que tu passes, parce que de toute façon, il y en a beaucoup trop pour qu'on puisse les voir tous. Et il faudra que les gens aillent voir le livre. Mais pour commencer, c'est quelque chose que j'ai pris aussi par ordre chronologique du bouquin, et tu parles à un moment de la distinction entre le pouvoir et la puissance. Et ça, c'est très intéressant, je trouve. Alors, si tu peux en parler un peu plus, je t'invite à le faire. Ça, c'est vraiment un truc sur la critique de la technologie qui me paraît assez fondamental. C'est le côté... c'est vraiment, historiquement, ça c'est un truc qui est vraiment nouveau dans l'Occident et surtout dans la révolution industrielle. C'est le côté c'est l'idée que la bourgeoisie commerçante a au bout d'un moment découvert que la puissance matérielle pouvait conférer un pouvoir politique. Et il y a une citation de James Watt, qui est un des inventeurs de la machine à vapeur, et qui dit, il le dit en anglais, je ne me souviens plus de la formule en anglais, mais il dit pour vanter sa machine, il dit ce que je vends ici avec cette machine, c'est le pouvoir, c'est la puissance. Oui. Et en anglais, le mot power a un double sens, c'est à la fois la puissance matérielle, la puissance physique qui anime les machines, et c'est le pouvoir politique qui permet de diriger les hommes aussi. Et James Watt avait joué à fond sur l'ambiguïté en disant, voilà, avec cette machine, on va pouvoir dominer la société, on va pouvoir avoir une production de masse industrielle qui va permettre à la bourgeoisie commerçante et industrielle d'étendre son pouvoir par la production sur la société. Et donc voilà, c'est vraiment un des éléments de l'industrialisation qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est qu'on a des machines, mais ce n'est pas simplement des machines, ça induit un certain nombre de rapports sociaux, ça induit un certain nombre de relations de pouvoir entre les gens, entre ceux qui détiennent les moyens de production et ceux qui sont derrière et qui font tourner ces machines. Alors justement, je vais passer un des mots que je voulais te faire commenter pour arriver au suivant, parce que ça va faire sens. C'est le mot machine. Et du coup, si tu peux développer aussi historiquement ça n'a pas été une évidence que les masses laborieuses
adoptent rapidement les machines. Donc si tu peux Mm. nous développer un peu très rapidement quelques luttes Ouais. contre les machines, Ouais, contre l'instauration de la machine et de... Bah, les masses laborieuses, elles n'ont pas vraiment adopté les machines, on les a C'est forcées ça, c'est à ça. travailler avec les machines. Ouais. Euh, en fait, c'est un petit peu. En fait, dans les premiers chapitres, je reviens vraiment sur l'industrialisation et comment elle s'est mise en place, et d'abord en Angleterre, puisque c'est le pays où ça a réellement commencé. Et il y a vraiment une destruction de toutes les communautés paysannes et des moyens de subsistance de ces communautés, notamment à travers tout le mouvement des enclosures, c'est-à-dire la privatisation des terres communales, c'est-à-dire bois, forêt, pâturage éventuellement, qui permettait aux paysans d'aller glaner en forêt, de récupérer du bois. Enfin, il y avait toute une économie comme ça qui peut être parfois très complexe pour ceux qui sont complètement extérieurs à ce genre de choses. Mais en tout cas, il a fallu détruire tout ça pour que les paysans deviennent en fait ce qu'on appelle des pauvres. En anglais, pauper, ça veut dire vraiment, ça a plus le sens de miséreux parce que les pauvres, en tout cas en Angleterre, ça désignait les gens qui n'étaient pas des rentiers en fait, qui n'étaient pas des bourgeois. Et donc voilà, il a fallu réduire ces gens-là à la misère pour qu'ensuite ils soient disponibles pour aller travailler dans les usines, dans les mines, etc. Et dans des conditions assez atroces, d'autant plus que c'est un mouvement de paupérisation des classes populaires s'est étalé en Angleterre, en tout cas sur au moins 2-3 siècles. Et ça a été une catastrophe sociale assez considérable. Et là-dedans, les machines viennent un peu parachever ce mouvement, dans le sens où c'est des populations qui ont été à la fois réduites à la misère, mais aussi dépossédées de leur savoir-faire, de leurs compétences. Et c'est à partir de ça que les industriels arrivent à faire travailler des masses dans des conditions assez dégueulasse à l'époque, enfin, même encore maintenant d'ailleurs dans les mines, dans les usines en Chine, il y a encore des mouvements de révolte, de grève, etc. Mais du coup, ça répond pas trop à la question que tu posais sur si, les révoltes. tu es venu jusqu'à aujourd'hui. Oui, bah, du coup, pour ce qui concerne les luttes d'opposition à l'industrialisation, donc à l'emploi des machines dans la production, il y a eu, dans tous les pays où la production industrielle a commencé à essayer de s'implanter, il y a eu des luttes, il y a eu vraiment des oppositions parce que tout de suite les gens comprenaient qu'ils allaient perdre leur capacité à faire les choses par eux-mêmes et devenir dépendants donc d'un système de production qui n'était pas le leur, qui leur était complètement étranger et dont ils allaient devenir dépendants. D'autant plus que la production industrielle en général, ça revient moins cher en termes économiques que la production, que faire les choses par soi-même. Mais en fait, il y a tout un ensemble de coûts qui sont externalisés de l'industrie, qui sont reportés sur la société. Les coûts écologiques, évidemment, la destruction de l'environnement, et aussi les coûts sociaux que ça peut représenter en termes justement d'appauvrissement des populations, etc. Donc effectivement, la production industrielle est moins chère, sauf que si on tenait compte de l'ensemble des coûts qu'elle génère, à la fois pour l'environnement et la société, on s'apercevrait qu'il y a très peu de choses qui sont vraiment intéressantes à produire comme ça, quoi. Et tu parles aussi dans le premier chapitre, tu fais une distinction entre capitalisme industriel et capitalisme commercial. Ouais, et d'ailleurs, un peu plus loin aussi, on peut peut-être parler de ces deux choses-là ensemble. Tu dis que le terme d'anthropocène n'est pas très adapté parce qu'il a l'air de... Enfin, il semblerait signifier que tous les hommes sont coupables, entre guillemets, d'avoir détruit l'environnement, alors qu'on devrait parler plutôt de capitalocène, c'est ça? Ouais. C'est-à-dire que c'est que la classe dominante qui a joué ce jeu. Ouais, pas que, mais enfin bon, ouais. Mais sur le capitalisme commercial, ouais, on a tendance à réduire le capitalisme à l'aspect financier, à l'aspect commercial.
en disant ben voilà, le capitalisme a toujours existé parce qu'il y a toujours eu des échanges marchands, il y a toujours eu des gens pour acheter des trucs et des machins. Sauf que en fait, c'est une espèce de simplification, de confusion. Et, et c'est, enfin, le capitalisme commercial, en tout cas, qui existait avant le capitalisme industriel. Et c'était surtout des marchands qui achetaient des biens à des paysans, à des artisans, et qui les revendaient sur le marché ou ailleurs sur un autre continent. Et c'était pas du tout, c'était pas, enfin, il y a vraiment une différence radicale entre le capitalisme qu'on connaît maintenant et les modes de production auparavant. C'est-à-dire qu'en fait, auparavant, c'était vraiment les paysans, les artisans, les guérisseuses, etc., qui avaient un savoir-faire, qui connaissaient comment faire pour produire des légumes, dresser les chevaux, etc., etc. Et, et la classe dominante, les classes supérieures, comme la bourgeoisie, la noblesse, le clergé, se contentaient de prélever un surplus sur cette production pour assurer leur propre confort et leur propre luxe, etc. Donc c'était d'une certaine manière, les classes populaires, elles avaient une autonomie sans liberté. C'est-à-dire qu'en fait, elles étaient capables de produire leur propre subsistance, leur propre existence, mais il y avait une classe dominante, des classes dominantes qui étaient au-dessus et qui les dirigeaient, etc. Mm. Le capitalisme industriel, ça induit un rapport complètement différent. C'est-à-dire qu'en fait, d'un seul coup, c'est la bourgeoisie, avec l'aide de la science et des ingénieurs, euh, met la main sur les moyens de production, sur la terre, sur la terre, enfin, les machines, etc. Et c'est d'un seul coup, c'est toute la subsistance de la société, tout ce qui fait qu'on peut vivre et manger tous les jours, s'habiller, etc. C'est la propriété privée de la classe dominante, de la nouvelle classe dominante qui est la bourgeoisie. Et ça, c'est une situation totalement inédite dans l'histoire, que la subsistance de l'ensemble d'une collectivité soit dans les mains de quelques-uns, dans des mains privées, quoi. Ou des gens qui disent, bah, maintenant, si j'ai envie de produire tel truc, je le fais. Si j'ai envie de fermer cette usine, je licencie tout le monde, vous dégagez. C'est vraiment quelque chose d'entièrement nouveau. Auparavant, c'était toujours le fruit de négociations collectives, avec aussi des dominations, avec aussi des problèmes, d'autres problèmes, etc. Mais c'était toujours, la production était toujours une affaire collective, même si c'était loin d'être l'autogestion, etc. Donc voilà. Mais, euh, mais là, vraiment, ce qui est vraiment inédit dans le capitalisme industriel, c'est vraiment cette privatisation de la production de l'ensemble de la société. Et c'est un problème aussi que je souligne un peu dans certains passages, c'est le côté la gauche a tendance à réduire le capitalisme à cet aspect financier qui est important, qui est réel, hein, c'est pas la question. Mais on ne peut pas séparer cette question on ne peut pas séparer l'économie et la technique. Dans le capitalisme, il marche sur deux jambes, c'est vraiment l'économie et la technique. Et s'il n'y a pas la technique, les ingénieurs, les scientifiques qui mettent au point les procédés industriels, bah, le truc il peut pas fonctionner comme il fonctionne maintenant, c'est-à-dire continuer à produire des choses que les gens ne produisent pas eux-mêmes en fait. C'est ce qui est assez paradoxal, mais c'est dans cette dépendance à une production qui est toujours loin ailleurs que chacun se retrouve en quelque sorte piégé dans le système. Si c'est assez clair. Bah, du coup, ça nous amène très logiquement à parler de progrès et de la science ou des sciences. Tu es très critique à ce niveau-là, d'autant plus que tu connais quand même bien ce monde scientifique. Oui, le progrès, ouais, ça c'est vraiment une conception assez. Enfin, le progrès, c'est toujours été associé à une conception très linéaire de l'histoire. C'est-à-dire le côté les sauvages du néolithique jusqu'au super civilisé. Maintenant, il y a même les transhumanistes qui imaginent qu'on va pouvoir devenir fusionner l'homme et la machine, et ça va être le super progrès. Ou aller sur Mars, comme certains guignolent. Parce qu'il faut aller conquérir l'espace, c'est la nouvelle frontière, etc. Et donc, c'est vrai,
je suis assez critique sur la notion de progrès, d'autant plus que il y a toujours il existe toujours des intellectuels qui veulent sauver le progrès, la notion de progrès, parce qu'il y a toujours cette confusion entre progrès technique, économique, et progrès social, humain, etc. Et ça, c'est un peu un des restes des Trente Glorieuses, donc cette période après la Seconde Guerre mondiale, où d'un seul coup, il y avait plein de biens de consommation, c'était l'abondance marchande, etc. Bon, à l'époque et encore maintenant, on a un peu occulté les dégâts du progrès que ça a généré. Mais en tout cas, c'est vraiment cette idée que le système dans lequel on vit va apporter des améliorations et des solutions, y compris aux problèmes qu'il génère lui-même, quoi. Il y a toujours cette idée que les sciences et les techniques, les experts vont pouvoir mettre au point des choses qui vont permettre de résoudre les problèmes. Mm. Et du coup, c'est vraiment une notion qui me paraît, bon, qui a justifié aussi pas mal de saloperies, du genre le colonialisme, etc. Surtout au 19e siècle, etc. Il fallait apporter les lumières aux sauvages, etc. Et encore maintenant, ça continue à fonctionner comme ça dans un imaginaire de gauche où il y a cette idée que les choses vont aller en s'améliorant, même si on rencontre des difficultés temporaires. Et je pense que maintenant, on ne peut plus vraiment utiliser ce mot, le mot de progrès, autrement que pour désigner en fait la dynamique du capitalisme, en fait, puisque ça a toujours été associé de près ou de loin à cette dynamique de conquête des marchés, de colonialisme, d'avancée dans la dépendance dans la marchandise, etc. Et des rapports sociaux qui sont fondés sur le salariat et cet ensemble de choses. Et qu'on ne peut plus utiliser ce mot sans être critique vis-à-vis de cet ensemble des conditions socio-économiques très particulières qui sont les nôtres maintenant. Oui, d'ailleurs, je crois que c'est un peu plus loin, plus vers la fin du bouquin, tu es très critique aussi sur les scientifiques qui se posent en sages, en personnes qui réfléchissent, qui n'acceptent pas. Les dernières décennies ont montré que même eux, ils étaient sujets à des restrictions, etc. Ouais. Mais tu leur reproches de ne jamais se poser la question, enfin très rarement, en tout cas ils sont très rares, de se poser des questions sur le fonctionnement social et socio-économique de la recherche, même de la recherche pure, parce que ils réagissent quand ils sont en danger eux-mêmes, mais sinon ils ne se posent jamais ces questions-là, quoi. Ouais, ça c'est une allusion au mouvement Sauvons la recherche qui avait lieu, c'était dans les années 2006, si je me souviens bien. Enfin bref. Ouais. En tout cas, c'était le mouvement des chercheurs qui... c'était le début des restrictions budgétaires pour la recherche et il y avait eu un grand mouvement de chercheurs à ce moment-là qui s'est intitulé Sauvons la recherche, qui avait été d'ailleurs lancé par quelques grands pontes des institutions comme le CNRS, etc. Qui étaient... Bon, c'était un ensemble de revendications pour continuer à que le gouvernement investisse dans la recherche. Et en fait, à l'époque, avec des amis, on était à Paris. Bon, c'était des amis qui faisaient des études de sociologie aussi, d'ailleurs, essentiellement. On était assez outrés par le fait qu'il n'y avait aucun questionnement de ces gens-là sur leur rôle social à l'intérieur du capitalisme industriel. C'est-à-dire, en fait, y compris dans les sciences sociales, ça a parfois servi à rationaliser un ensemble d'institutions, de pratiques dans des institutions comme l'hôpital, etc. Et bon, c'était pas encore aussi pire que maintenant, mais bon, ça commençait, disons. Et en tout cas, il n'y avait pas de questionnement sur ça, sur le fait qu'il y a beaucoup d'ingénieurs, de chercheurs qui commençaient à l'époque à faire des recherches en étant financés par l'État. Et puis quand ils avaient déposé un brevet ou deux, ils fondaient leur start-up, etc. Tout ça, ça commençait déjà à poindre le bout de son nez. Et maintenant, c'est des pratiques extrêmement courantes à l'échelle internationale de ce point de vue-là. Donc voilà, il y avait tout ça qui n'était pas du tout questionné par ce mouvement.
Et à l'époque, on avait fait quelques interventions, perturbé quelques conférences, publié quelques brochures là-dessus, qui n'ont rien changé à quoi que ce soit, mais c'est pas grave. Mais voilà, c'était un peu pour interpeller les chercheurs sur cette absence de questionnement, sur le fait qu'ils participent d'une manière à détruire les emplois des autres, à détruire le savoir-faire des gens qui vivent dans des institutions, qui travaillent en usine aussi parfois. Il y a un très bon bouquin de David Noble qui s'appelle... j'ai oublié le titre, c'est incroyable. Le progrès sans le peuple, voilà, c'est ça. Paru aux éditions Agone. Et David Noble qui travaille au MIT, donc Massachusetts Institute of Technology, dans les années 80. Il fait une enquête sur l'industrie sidérurgique aux États-Unis. Et il découvre que l'automatisation d'un certain nombre de processus, c'est pas du tout pour gagner en efficacité, gagner en rendement, augmenter la productivité. En tout cas, dans un premier temps, c'est surtout la direction qui veut avoir la main sur les ouvriers. Parce que les machines automatiques permettent d'embaucher des gens qui sont peu qualifiés ou de virer ceux qui sont un peu trop qualifiés, etc. Et c'est assez intéressant comme analyse parce que il plonge au cœur du truc et c'est vraiment très, très pertinent. Et donc voilà, du coup la recherche scientifique aussi participe à tout ça. Et il y avait aussi, oui, pour rebondir d'ailleurs sur le mot anthropocène que j'ai un peu oublié tout à l'heure, c'est le côté, là ça c'est Paul Crutzen qui avait un chimiste prix Nobel de chimie qui avait lancé ce mot au début des années 2000. Et depuis c'est devenu très à la mode. Et il y a cette espèce de naturalisation du capitalisme industriel qui fait que on dit c'est l'humanité tout entière qui est en train de bousiller la planète, de changer, qui est devenue une force géologique qui modifie les équilibres de la planète. Alors qu'en fait, si on regarde un petit peu plus près, c'est d'abord les nations industrielles qui émettent le plus de CO2. Et à l'intérieur de ces nations, c'est les classes dominantes qui sont les plus voraces en termes d'énergie, etc. Donc on ne peut pas dire que c'est toute l'humanité qui est en train de bousiller la planète, mais seulement la partie la plus industrialisée en fait. Et à l'intérieur de ce clan, les classes dominantes en somme. Donc voilà, là aussi les scientifiques participent à mettre de côté les aspects socio-économiques qui font qu'il y a des dominations, qu'il y a des rapports de force, il y a des rapports de pouvoir, et où tout le monde n'est pas au même niveau dans la responsabilité vis-à-vis du désastre ambiant, quoi. Je vais citer un passage qui reprend exactement ce que tu viens de dire, mais que je trouve une phrase que je trouve vraiment hyper forte. Si la science était vraiment à la recherche de la vérité du monde matériel, elle s'attaquerait à la domination, qui constitue la première fraude, le premier mensonge sur la condition humaine. Oui, voilà. Bravo. J'ai oublié de dire que c'est très bien écrit aussi. Oui, et très lisible, parce que je ne suis pas une spécialiste de toutes ces questions, moi, et je trouve que ça se lit très facilement. Il y a eu un processus de relecture un peu laborieux. Ben écoute, ça valait le coup parce que le résultat est là. Je voulais te faire parler, si tu veux, si tu es d'accord, de l'expression de travail fantôme que tu reprends de Ivan Illich. Ça c'est Ivan Illich, donc... C'est pas dans celui-ci. Non, d'ailleurs, c'est un bouquin qui s'appelle Le travail fantôme. Et à l'intérieur du livre. J'avais pris la convivialité parce que tu le cites aussi beaucoup et que c'est un ouvrage fondamental de Ivan Illich. En fait, moi, quand j'ai abandonné plus ou moins mes études à l'université, j'ai commencé à lire Ivan Illich, Une société sans école et sans université aussi, à l'époque. C'était le bon moment pour le lire. C'était le bon moment pour le lire, en me disant il y a peut-être des choses intéressantes dans ce bouquin. Et donc Ivan Illich qui a écrit beaucoup de choses dans les années 70, qui fait une critique culturelle un peu de la société industrielle. Son œuvre est assez diverse, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais en tout cas, c'est assez intéressant sur le côté critique des institutions, où il montre en somme que au-delà d'une certaine dimension, les institutions sont contre-productives, c'est-à-dire en fait, on dépense beaucoup plus d'énergie pour obtenir le même résultat, ce qui crée des dégâts par ailleurs.
Bon, l'exemple classique, c'est l'automobile qui a transformé, l'aménagement du territoire maintenant, même surtout quand on vit à la campagne, on est obligé d'avoir une automobile parce que tout est devenu loin. Il n'y a plus le tissu social qui permettait de faire les choses localement ou relativement localement, etc. Bon, ça a aussi beaucoup transformé la forme des villes, ça j'en parle aussi, et ça a transformé les mœurs aussi des gens. Et il fut un temps où il n'y avait pas d'automobile dans les rues, les enfants jouaient dans les rues, et à partir du moment où il a commencé à y avoir des automobiles, et aux États-Unis, il y a eu des manifestations, des manifestations énormes contre les automobilistes, parce que c'est dans les années 20 du XXe siècle, parce que les enfants ne pouvaient plus jouer dans les rues sans se faire écraser par des automobiles. Et ça a suscité un mouvement pour protestation à l'époque qui était assez fort, sauf que c'est les automobilistes qui ont gagné, enfin plutôt les constructeurs automobiles qui ont réussi à imposer cette consommation au bout d'un moment. Et il y a tout un ensemble de choses qui nous paraissent naturelles, traverser dans les clous, etc., qui ont été inculquées pour que l'automobile puisse rouler, en fait. Voilà. Et du coup, pour revenir à Ivan Illich, donc l'idée de travail fantôme. Travail fantôme, ouais. Ça, c'est quelque chose cette idée de travail fantôme, même si elle n'utilise pas le terme, mais qui est repris par les féministes dont tu citais, Maria Mise et Véronica Bentel, dans leur livre Subsistance, c'est le fait que il y a le travail visible, c'est-à-dire le travail salarié en fait, qui est le truc prestigieux parce que ça rapporte de l'argent, c'est le gage de l'intégration sociale dans cette société, etc. Mais il y a tout un travail fantôme qui est invisibilisé, c'est-à-dire en fait il y a le travail des femmes au foyer qui permet à l'homme salarié de rentrer le soir et de pouvoir se reposer, reconstituer sa force de travail pour aller travailler le lendemain. Même si c'est un peu changé. Et il y a aussi des choses plus simples. Le fait de prendre sa voiture pour aller au supermarché, c'est une espèce de travail fantôme parce que pendant qu'on fait ça, on va pas cultiver ses légumes dans son jardin, on va pas élever des poules dans un poulailler, etc. Ça participe à la consommation. On brûle de l'essence, on use la bagnole. On va dans un lieu où on n'aurait pas eu besoin d'aller s'il y avait d'autres structures sociales, etc. Donc tout ça participe à la consommation elle-même fait partie du travail fantôme. Oui, voilà, c'est la consommation des marchandises fait partie du travail fantôme, dans le sens où pendant qu'on fait ça, on est contraint par les structures sociales et industrielles qui ont été mises en place, qui fait qu'on consacre du temps à faire des choses qui nous empêchent de valoriser notre autonomie. Pendant qu'on remplit son profil Facebook, par exemple, on n'a pas des relations directes avec des gens qui font qu'on peut se passer d'être sur Facebook. Moi, avec le groupe Écran Total, là, qui s'oppose à l'informatisation et à la gestion de nos vies, on a des témoignages d'enseignants qui, par exemple, en fin d'année, discutent un peu avec leurs élèves et qui leur demandent votre dépendance au téléphone portable, aux réseaux sociaux. Et en fait, il y a beaucoup d'élèves qui sont très conscients de cet engrenage dans lequel ils sont pris, ou s'ils ne sont pas sur les réseaux sociaux, ils n'ont plus de vie sociale, quoi. Et du coup, ils sont très conscients d'être piégés par ce truc. Et donc là, on voit vraiment que le côté, pendant qu'on utilise ces machines-là, quand on a des relations sociales avec ces médiations-là, on n'arrive plus à développer autre chose, à développer des relations sociales autonomes, directes, etc. Et donc là, c'est vraiment un aspect très important du capitalisme industriel. Et ça, c'est Maria Mise et Veronica Benton-Townsend qui le disent. C'est le côté, s'il n'y a pas le travail fantôme, en fait, le travail salarié ne pourrait pas produire à lui tout seul, ne pourra pas reproduire à lui tout seul la société telle qu'elle existe. Et même ce travail fantôme, c'est une espèce de tampon qui adoucit un peu les mœurs, qui met un peu de bille dans les rouages. Sinon, ce serait vraiment, si tout était rémunéré, si vraiment on était dans un capitalisme pur et dur où il n'y avait que les relations d'argent
qui comptait entre les individus, ça serait juste invivable. Et donc ce travail fantôme met un peu d'huile dans les rouages et permet de faire fonctionner la machine de manière plus efficace, quoi. Je vois l'heure qui tourne et je pense je vais sauter un peu des choses pour arriver à ce qui est le plus intéressant et le plus original dans ton bouquin, c'est-à-dire la fin, la deuxième partie. Du coup, il y a toute une partie dans le chapitre 3 sur la trahison de la critique sociale que je passe, mais qui est très intéressante parce que, en fait, en gros, tu expliques que même les critiques de gauche participent aux illusions du progrès, etc. Et de la techno. Ils ne sont pas dans la technocritique, quoi. Donc ça, je vous invite à le découvrir en lisant le bouquin parce que c'est intéressant et ça se rapproche aussi de... C'est aussi pour ça que je peux le sauter, c'est qu'on en avait pas mal parlé avec Aurélien la dernière fois. Donc, mais j'aimerais bien que tu nous parles de... Alors, il y a un sous-chapitre qui s'appelle Délivrance et intensité. J'aimerais bien que tu développes ça si tu veux. Si tu veux pas, tu me dis, on passe. Et j'en ai d'autres dans mon chapeau. Ça rejoint beaucoup le livre d'Aurélien Berland, Thierry Liberté, où il consacre vraiment beaucoup de pages. Oui, mais je ne me souvenais pas qu'il parlait d'intensité. C'est ce que toi, tu apportes, je crois. Parce que la délivrance, c'est vrai qu'il en parlait beaucoup, il le définit énormément. Mais là, c'est le côté de parler de l'intensité en même temps que je trouve intéressant. En fait, il y a aussi le fait que le système capitaliste et industriel ne pourrait pas fonctionner sans l'adhésion des gens et même leur participation volontaire. Et ça repose justement sur ces deux aspects, la délivrance et l'intensité. La délivrance, Aurélien donc, en parle dans son bouquin, c'est vraiment le côté... Il y a une division du travail qui permet à un certain nombre de gens d'être délivrés des tâches les plus matérielles, produire sa nourriture, ses vêtements, etc. Tout ça est délivré et déchargé vers d'autres personnes, vers les machines. Ça, c'est aussi le chapitre sur la trahison de la critique sociale. C'était vraiment cette idée dans la gauche et surtout chez les marxistes. Le côté, l'accroissement des forces productives va nous délivrer du travail, les machines vont tout faire, on ne sera plus obligé d'aller trimer dans les usines, dans les champs, etc. Et finalement, ça s'est réalisé d'une manière un petit peu contre-productive, on pourrait dire, avec la crise écologique, etc. Et l'intensité, c'est le fait de participer à de grandes organisations. L'intensité... ça peut être l'intensité qu'on vit à la guerre, par exemple. Il y a toujours une espèce d'exaltation, par le passé, même encore aujourd'hui parfois, cette exaltation du combat, de l'affrontement, du danger, etc. Dans les grandes organisations comme les grandes entreprises, il y a aussi le côté, on arrive à organiser des trucs, on réalise des grandes choses parfois, même dans l'industrie aussi. Il y a une illustration qui n'a pas été retenue, mais qui m'avait assez fasciné, c'est aux États-Unis aussi, une gigantesque usine qui produit des gigantesques engrenages. Et, il y avait un truc, c'est d'engrenages énormes, visiblement pour les barrages, etc. Qui fait facilement 5-6 mètres de haut, de diamètre aussi. Il y a juste un ouvrier qui pose la main sur la photo, c'est assez magnifique. Et l'ouvrier est là pour donner l'échelle, mais il pose la main quand même sur la chose en disant c'est moi aussi qui ai participé à ça, à cette réalisation énorme, grandiose, etc. Et donc il y a vraiment ce côté d'adhésion aussi à ce genre de choses qui permet au système de fonctionner, qui repose pas seulement sur la domination brute, sur le fait que oui, les ouvriers sont exploités, mais aussi ils sont parfois fiers de faire des certain nombre de choses dans ces processus-là. Et c'est vrai que moi j'ai travaillé parfois en usine, surtout dans des imprimeries, et c'est vrai que quand on fait rouler les bécanes à bloc, il y a un sentiment de puissance qui se dégage de cette ambiance, etc., qui peut faire qu'on adhère à ce genre de choses, quoi. Oui, d'où la fierté ouvrière aussi dans toutes les histoires aussi de désindustrialisation chez nous.
on entend souvent ça Ouais. les ouvriers qui aiment raconter l'histoire de de ce travail collectif perdu, quoi. Et parfois, ils sont. Enfin, là, je me souviens d'un documentaire qui avait été réalisé à propos de. C'était dans les années 80, c'est des mineurs du nord de la France qui étaient interviewés. Parfois, leur regard rétrospectif, il est très critique sur leur engagement Ouais, leur engagement dans la mine, par exemple, où à l'époque, quand ils étaient relativement jeunes, ils étaient, oui, on produit du charbon pour redresser la France, puisque c'était juste après-guerre. Et là, le documentaire réalisé dans les années 80, c'est des gens qui ont la silicose, qui sont silicosés à 80, 100%, etc. Et qui disent, mais en fait, à l'époque, on s'est fait avoir par les partis, par le Parti communiste, par les syndicats, etc., qui, en cheville avec le gouvernement de l'époque, disaient, maintenant, il faut bosser, il faut faire des heures supplémentaires pour redresser la France, etc. Et c'est assez rude. C'est vraiment une désillusion, et aussi sur les conditions la manière dont ils ont été mis au travail quand ils étaient vraiment gamins, mis dans la mine, etc. Et qu'ils n'ont pas pu découvrir autre chose et s'en extraire, etc. Enfin, Oui, d'ailleurs, il y a eu un super roman de Christian Astolfi là, qui vient de sortir chez un nouvel éditeur de Marseille, qui parle justement des chantiers navals et de la dégringolade des chantiers navals jusqu'au moment où ils ferment tout et ils renvoient tout le monde chez eux. Ouais. Et après, tout le monde découvre qu'ils sont tous malades de l'amiante et c'est la grosse bagarre pour se faire indemniser, etc., qui encore continue aujourd'hui. Mais il décrit très bien ce rapport un peu ambivalent entre la fierté ouvrière et le sentiment de s'être bien fait avoir et que quand ça commence à plus aller, ils sont complètement abandonnés, quoi. Oui, et il le décrit vraiment très bien. Il en a fait partie. J'aimerais bien peut-être que tu reviennes aussi sur ta critique du revenu universel ou revenu de base. Ah oui, oula. Non, mais après, je te dis, t'es pas obligé. Hein, si ça te gave, tu me le dis et on passe à un autre truc. Je peux faire très court, en fait. Parce que, en fait, le revenu de base, c'est au moment où il y a eu le mouvement des enclosures en Angleterre, au XVIIe, XVIIIe siècle, il y a eu un revenu de base qui a été mis en place par les rois, par la royauté. Et ça s'appelait les Poor Laws, les lois d'assistance aux indigents. Parce que le pouvoir de l'époque il s'est bien rendu compte que s'il privatisait les terres, qui réduisait les paysans à la misère, il allait y avoir des émeutes. Il y en a eu, mais il fallait qu'il n'y en ait pas trop, quoi, que ça soit gérable. Et donc il y a eu des Poor Laws qui ont été mises en place, c'est-à-dire que les gens qui ne pouvaient pas subvenir par eux-mêmes à leurs besoins pouvaient se tourner vers la paroisse de leur canton pour demander une assistance alimentaire, etc. Et donc, et ça, c'était, enfin, le financement de ce truc était assez complexe, mais c'était les grands propriétaires terriens qui payaient une misère, une somme très faible pour pouvoir entretenir les pauvres de cette manière. Et ça a été aboli dans les années 30 du 19e siècle. C'était devenu une usine à gaz, puis personne ne savait comment ça fonctionnait, etc. Et surtout, ça pompait beaucoup d'argent aux propriétaires terriens. Et là, ça a été la catastrophe. En fait, la catastrophe, elle avait commencé à part avant, du point de vue social, parce que les pauvres étaient réduits à la misère. Ils vivotaient avec ce revenu, cette indemnité de chômage, entre guillemets. Mais ça a déstructuré complètement le tissu social. Ça a créé des individus à pro-gain. Parce que ça, il y a aussi Ignacio Silone dans un bouquin de la lenteur aussi, qui le raconte en Italie après la Seconde Guerre mondiale, où tout le monde essaye de grappiller sur les indemnités pour pouvoir continuer à vivoter au crochet de l'État, même si c'est pas grand-chose ce qui touche, mais bref. Et en tout cas, ça détruit le tissu social, ça détruit les relations communautaires. Et au moment où ces poor laws sont abolis, ces indemnités sont supprimées, mais quasiment du jour au lendemain, d'un seul coup, il y a toute une main-d'œuvre qui est disponible pour les mines et les usines des industriels. Même si le mouvement avait commencé un peu avant, etc. Mais surtout, l'abolition de ces poor laws
ça a créé une dépendance à l'État, en tout cas aux institutions qui s'occupent de ça. Et au moment où ça a été aboli, c'était la catastrophe totale. C'est-à-dire, en fait, en Angleterre, on parle des Hungry Forties, les 40, les années 40 de la famine, parce que il y a enfin, énormément de gens qui sont morts de faim, qui étaient dans la misère la plus noire, puisqu'il n'y avait plus ce complément de salaire, etc. Et du coup, c'est ça qui a vraiment lancé la machine industrielle en Angleterre à cette époque, avec quelques millions de gens qui sont morts de faim au passage. Alors, pour terminer sur une note un peu plus optimiste, je vais te proposer de développer sur des mots que tu décris, enfin que tu développes dans la dernière partie, qui est donc plus sur la prospective et les possibilités de résistance. D'abord, il y a le terme d'habitation, qui est pour moi nouveau. Je n'ai pas lu dans les autres bouquins que j'ai cités. Oui, l'habitation, en fait, c'est un peu la découverte de ceux qui ont participé aux ZAD ces dernières décennies. C'est un peu le côté, s'il ne suffit pas d'occuper un terrain pour s'opposer à un projet, il faut aussi construire de quoi y demeurer et en fait de quoi y habiter. C'est-à-dire en fait, c'est pas une simple occupation, c'est aussi une habitation dans le sens où il y a quand même pas mal de gens qui construisent leur vie là-dessus et ça permet non seulement d'occuper le terrain mais aussi de rallier des gens à l'extérieur, des gens qui ne pourraient pas s'engager dans cette lutte. On l'a beaucoup vu avec Notre-Dame-des-Landes où le fait qu'il y ait des gens qui occupaient le terrain promis à l'aéroport, non seulement ils n'étaient pas juste là assis par terre en attendant que l'aéroport soit annulé, mais ils ont construit des cabanes, ils ont construit des choses, ils ont cultivé les champs, ils ont fait des fours à pain, etc. Et ça a permis de rallier tout un ensemble de gens qui habitaient autour, qui étaient eux aussi opposés à l'aéroport et qui n'avaient pas forcément les moyens de participer de manière permanente à une occupation, etc. Parce qu'ils avaient un boulot salarié, des gosses à nourrir, etc. Ce qui est tout à fait humain, quoi. Et donc, voilà, c'était cette idée que... et aussi, enfin, d'une manière plus générale, en dehors du côté des ZAD, c'est le côté, on ne peut pas produire sa propre subsistance et commencer à sortir un petit peu de la dépendance à la marchandise sans habiter quelque part et tirer sa subsistance du lieu où on est, des relations sociales qui peuvent s'y tisser, de l'environnement naturel, etc., etc. Et donc, voilà, ces subsistances et habitation sont deux choses qui sont complémentaires. Et avec une dimension collective toujours. Oui, oui. Oui, ça c'est aussi les écoféministes allemandes qui insistent beaucoup sur cette idée, c'est le fait qu'il n'y a pas de commun, de choses communes sans communaux, de communaux, pardon, sans communauté, c'est-à-dire sans une organisation collective à plus ou moins grande échelle qui permet de s'occuper du territoire, de l'habitation et de la subsistance dans un lieu déterminé. Tu parles aussi à un moment de la distinction et la complémentarité entre désertion et dissidence. Ouais. Ça c'est un petit peu, ça revient un peu dans les années 90. Il y avait beaucoup de, bon, il y en a encore maintenant aussi, mais de gens qui se lançaient dans le bio, etc. Avec l'idée que leur désertion du système industriel, même à petite échelle, ferait boule de neige à un moment. C'est-à-dire que si tout le monde faisait comme moi, s'installer à la campagne, aller cultiver des chèvres, au bout d'un moment, le système capitaliste s'effondrerait, il n'y aurait plus personne pour aller dans les supermarchés, etc. Sauf que malheureusement, tout le bio a été récupéré par les supermarchés entre-temps. C'est devenu du bio industriel aussi. Même s'il y a encore plein de petits producteurs qui existent, et tant mieux, ça fait partie d'une économie pour des gens plus ou moins aisés, etc. Enfin bon,
ça s'est intégré dans le système finalement. Mm. Même si c'est toujours très bien de continuer à faire ça parce que c'est mieux que la bouffe industrielle qui est vendue dans les supermarchés, mais bon. Et donc, ouais, donc c'est la désertion finalement n'est pas suffisante. Il faut organiser la dissidence. C'est-à-dire, la dissidence, c'est dans le sens affirmer, donner un contenu politique en fait à cette désertion, affirmer une rupture avec le système en disant moi je fais pas ça pour mon petit confort personnel ou pour un marché alternatif ou pour une niche, etc. Mais parce qu'il y a vraiment une volonté de sortir de ce système industriel qui nous met tous en dépendance et qui nous met tous qui crée le désastre dans lequel on est, à la fois écologique, social et politique. Je cite beaucoup l'atelier paysan et leur bouquin Reprendre la terre aux machines, puisque eux ils donnent vraiment une dimension politique à leur pratique d'autoconstruction de machines agricoles. Ils autoconstruisent enfin, c'est des machines agricoles, mais c'est aussi pas seulement enfin, ils font aussi des trucs pour l'attraction animale, donc c'est pas seulement le machinisme agricole au sens gros tracteur et trucs. Voilà. Donc voilà, c'est donner vraiment une dimension politique à c'est donner une dimension politique aussi à la subsistance, c'est-à-dire le fait qu'on produit des choses par soi-même, et c'est pas juste pour le plaisir. Enfin si, c'est d'abord pour le plaisir, évidemment, mais c'est aussi pour commencer à essayer de sortir du système dans lequel on est. Et pour finir, peut-être le terme qui donne son titre au bouquin, le terme de réappropriation, Oui. tu l'emploies au sens de se réapproprier la liberté de penser, mais aussi d'agir, et se réapproprier des savoirs et des savoir-faire qui sont justement, dont on a été dépossédé et qui sont indispensables si on veut pouvoir justement changer de système, sortir du système capitalisto-industriel, industrialo-capitaliste. Ça, j'explique un peu dans la préface ou dans l'introduction le fait que moi j'ai beaucoup vécu à la campagne quand j'étais gamin, et quand je suis arrivé à Paris, c'était un peu la première fois que j'étais dans une grande ville de cette taille. Du coup, avec des amis qui étaient étudiants en architecture, on commençait, eux ils squattaient une impasse dans le 20e arrondissement. Et tout le côté squat, ça a impliqué aussi des travaux de rénovation plus ou moins étendus pour assurer un minimum de confort. C'était des anciens ateliers de menuiserie, d'autres trucs comme ça. Enfin bon. Et du coup, ils faisaient leurs études d'architecture et ils retapaient un petit peu le bâtiment. Et ça leur a amené aussi une critique aussi de l'urbanisation à Paris, de la manière moderne de construire avec beaucoup de béton et beaucoup d'énergie, et pour produire des choses relativement moches en général. Donc voilà, il y avait un ensemble de démarches qui s'articulaient comme ça, de faire des études, squatter en ville, avoir un regard critique sur la société aussi. Et donc il y avait cette idée de réappropriation qui est venue parmi cette bande d'amis à cette époque-là, de l'idée que il fallait reprendre des savoir-faire et refaire des choses par soi-même aussi, pour mieux comprendre comment comment toute l'industrie nous avait dépossédé de ces savoir-faire. Et moi, ça m'a incité à l'époque à faire un texte sur la menuiserie qui est en auto-édition, que j'ai encore oublié d'amener ici. C'était dans les années 2004. J'ai fait un texte là-dessus qui sera certainement réédité à la lenteur d'ici un an ou deux. Où je revenais sur les procédés, sur l'industrialisation de la menuiserie, notamment avec tous les panneaux de particules, etc. Et là, c'était un peu une illustration de cette démarche critique autour de la réappropriation. J'apprenais le métier de menuisier en même temps, et du coup, je découvrais un petit peu aussi cette industrialisation de ce métier-là,
qui en fait revient à le détruire littéralement parce que les panneaux de particules, c'est le truc emblématique, c'est Ikea. Bon, Ikea n'est pas le seul à le faire, mais c'est vraiment le meuble jetable qu'on produit en masse industriellement parce que les panneaux de particules permettent une automatisation de la production à très grande échelle. Et il n'y a plus que des manutentionnaires dans les magasins qui sont derrière à te vendre le meuble que tu montes toi-même en kit, parce que là c'est une espèce de réappropriation qui est vendue avec le produit, qui permet en fait... Vraiment très basique, la réappropriation quand même. Mais ça marche, ça marchait comme ça. Ouais. Alors juste pour finir, et après je vous donnerai la parole à ceux qui veulent faire des réflexions ou des questions, je voulais citer quelques petites phrases sur ce que tu appelles, enfin, deux concepts qui sont très mêlés dans ce que tu dis, c'est l'énergie et la liberté dans la fin. Donc, tu dis par exemple, de ce point de vue, la liberté est avant tout une exigence envers soi-même. En quelque sorte, les nécessités de la vie sont le cadre à partir duquel la liberté de chacun et l'autonomie de tous peuvent trouver à se déployer. Et plus loin, tu dis la réappropriation de la subsistance est une démarche expérimentale. Donc là, bon, je ne l'ai pas cité, mais tu dis beaucoup qu'il ne faut pas vouloir créer des modèles qui seraient réemployables par tout le monde. Il faut vraiment que chacun fasse à son niveau, dans son lieu et selon ses compétences et ses envies, et pour trouver la meilleure façon d'y habiter, justement. Et recommencer à penser et faire les choses soi-même n'est en rien un renoncement au confort marchand, comme on l'entend parfois dire jusque dans les rangs de la décroissance. C'est avant tout une libération de l'énergie de son propre corps et de la détermination de son propre esprit. Voilà. Ouais, j'ai pas grand-chose à ajouter. On peut finir là-dessus. Hein. Ouais. Oui, il y avait cette fameuse définition de l'énergie, parce que maintenant l'énergie ça désigne vraiment ce qui anime les machines, quoi. C'est le carburant, c'est l'électricité, mais il y a la définition au 19e siècle, c'était la force et la fermeté de caractère qui permet de faire de grandes choses. Et ça désignait plus la capacité des gens à faire les choses et à le faire de manière déterminée que l'énergie des machines qui est maintenant le terme dominant, enfin le sens dominant de ce terme. Bon, il y a plein d'autres choses qu'on n'a pas dites, mais voilà, on ne peut pas dire tout, on ne peut pas lire le texte in extenso. Merci.